D'accueillir chaleureusement et comme il se doit Jean-Christophe Ruffin, s'il vous plaît. Bonjour. Je vous en prie, vous pouvez vous installer, Monsieur Ruffin. Et puis, pour animer cette plénière, je voudrais accueillir quelqu'un qui est mon ami fidèle depuis plusieurs années, qui lui aussi est multicarte. C'est un homme de communication, un homme de presse, un homme de radio, de télévision. Vous avez sûrement été interpellé par son dernier ouvrage paru chez Salvatore, Mère Teresa, ce qu'elle n'a pas dit. Un homme de conviction et lui aussi un humaniste, Philippe Legrand, que je vous demande d'applaudir et d'accueillir. Philippe, c'est d'ailleurs à toi que je vais laisser le micro pour planter le décor avec un portrait que tu as dressé de Jean-Christophe Ruffin. C'est l'instant du portrait, Jean-Christophe. C'est une petite tradition que nous avons ensemble depuis déjà quelques temps. Avec Marek, Marek Alter, il y a quelques mois. Et avec vous, maintenant, Jean-Christophe, on va se promener des allers-retours entre, au fond, vos souvenirs, les miens, des souvenirs de vous, la vie passée, la vie présente, la vie publique et la vie privée. Jean-Christophe, vous avez la jeunesse en vous. Le médecin que vous êtes d'abord n'a probablement pas pensé à étudier cet ADN qui vous pousse à aller toujours plus loin. Cette jeunesse se lit autant sur votre visage que dans l'énergie qui vous entraîne vers des sommets plus hauts, là où d'autres préfèrent vous attendre plus bas. Vous le prouvez d'ailleurs en montagnard que vous êtes aussi, en escaladant à main nue des rochers escarpés et vertigineux. Le parcours multiple de votre vie qui semble imprévisible montre tout à la fois votre attachement aux autres, votre maîtrise dans toutes les circonstances, votre sens de la solidarité, votre détermination, votre passion pour la culture, la vie, le partage, la découverte de l'inconnu. Votre parcours révèle aussi des dons et des qualités rares que l'on trouve généralement chez les surdoués. On explique. Après vos études de médecine, encouragé par votre grand-père, médecin lui-même, héros de la guerre, déporté à Buchenwald, c'est lui avec votre grand-mère qui vous élève. Vous prenez la route des actions humanitaires. S'oublier soi-même pour mieux se consacrer aux autres. Agir vite pour sauver ceux qui basculent dans la tragédie de la famine, la guerre, l'horreur des massacres. Président d'Action contre la faim, leader avec Bernard Kouchner de Médecins sans frontières, administrateur de la Croix-Rouge, de première urgence, French Doctor en Éthiopie, en Érythrée où les forces rebelles africaines vous ouvrent un chemin pour votre mission, c'est là que vous rencontrerez Azeb, votre épouse. Votre diplôme de médecine, vos multiples sauvetages des populations en détresse sont complétés par un passage à Sciences Po. Vous reprenez alors vos études avec succès pour mieux comprendre les grands dossiers, les affaires, la géopolitique. La marche de l'histoire, vous la vivez toujours au premier rang et la diplomatie internationale vous ouvre ses portes. Vous devenez ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Cette fois, la détresse des hommes que vous tentez d'apaiser vous confronte au choc du terrorisme. 11 otages français vous doivent la vie en Bosnie, tandis que vous déclarez la guerre aux forces occultes d'Al-Qaïda qui ont exécuté des touristes en Mauritanie. Et les mots dans tout cela, ils comptent plus que tout, ils sont le lien entre les hommes, la force subtile qui stoppe les conflits ou les durcit. Les mots disent le fond des choses, campent des personnages, délient les langues et font vibrer la plume des gens de lettres jusqu'à émouvoir les lecteurs. Vous êtes aussi écrivain, pas des moindres, l'un des meilleurs de sa génération, au point que l'Académie française vous accueille dans sa très sélecte institution après vous avoir élu au fauteuil de l'historien Henri Troyat. Vous êtes encore aujourd'hui le plus jeune élu. Vos livres caracolent en tête des best-sellers comme Katiba, Le Grand Cœur, Immortelle Randonnée, pour ne citer que cela. Votre tout nouveau roman s'intitule Le Collier Rouge aux éditions Gallimard. 14-18, c'est le sujet. Un soldat, son chien, un collier rouge comme une décoration et l'ombre d'un ami qui était aussi le mien,
le grand reporter Benoît Gisembert. Nous l'avons enterré il y a 1 an. Je me souviens, Jean-Christophe, des quelques mots que vous avez prononcés au Père Lachaise, sans notes, des mots libres, des mots du cœur, les plus vrais peut-être. Je vous demande d'applaudir Philippe Legrand pour ce portrait. Alors, Frédéric, évidemment, on aurait envie de demander tout de suite à Jean-Christophe de réagir, d'ajouter quelque chose que j'aurais oublié. J'ai oublié des tas de choses, donc on va y revenir. Mais autour de l'être, il y a des chiffres. Les tiens. Alors, ce sont ceux de Jean-Christophe Ruffin. Alors, j'ai essayé de faire un portrait en chiffres et en être, avec 4 chiffres. 18, comme le Cher. Bourges, ville de naissance, ville du printemps. Ça vous va bien, ça, Jean-Christophe Ruffin. L'optimisme, la renaissance, la pétillance. Je ne sais pas si vous poussez à la chansonnette, mais on pourra en reparler tout à l'heure. 5, comme 5 semaines en ballon. Ça aurait pu être aussi le tour du monde en 80 missions. Parce qu'il y a du Jules Verne dans Jean-Christophe Ruffin. Il y a de la vision, de l'humanisme en vous. 30 comme 30 personnes autour d'un certain professeur Barnard. On est en Afrique du Sud. Cette première greffe cardiaque qui vous a quelque part emmené vers la médecine. Une prouesse qui vous a marqué. Travailler en équipe, réussir avec cœur l'impossible. Ça aussi, vous aimez ça. Et puis 28, comme tu le disais Philippe, le fauteuil numéro 28 à l'Académie française, fauteuil qui ne nous empêche pas d'être de toute façon toujours en mobilité. Alors merci d'être venu vous asseoir ici au fauteuil du Congrès HR. Merci Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe, des chiffres, un portrait. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Beaucoup de choses forcément. Dans cette détermination, cet engagement, ces multicasquettes, au fond, la formation continue, un mot que vous connaissez bien, vous le connaissez par cœur. D'abord, bonjour à tous. Je pensais en vous écoutant que l'âge venant, on n'entend plus que des compliments. C'est louche, c'est suspect, parce que quand j'ai commencé, évidemment, les choses ne se passaient pas comme ça. Et évidemment, moi qui ai vécu ce parcours de l'intérieur, je me rends compte que bien souvent, ce qui est décrit après, et parfois avec raison, comme des succès, était le fruit d'errances, d'échecs, de choses qu'on ne pouvait pas faire. Par exemple, c'est un exemple très tout bête, mais je crois que si, à l'issue de mes études de médecine, quand j'ai passé l'internat des hôpitaux de Paris, et que je l'ai réussi, j'étais très jeune, j'avais 23 ans. Si j'avais eu à cette époque-là la possibilité de faire une carrière hospitalière, c'est-à-dire de continuer sur la voie royale qui était tracée devant moi, eh bien, je n'aurais peut-être pas fait autre chose. Mais c'est parce que j'appartenais à une génération pléthorique, les fameux baby-boomers. Et surtout les baby-boomers, moi j'étais les derniers des baby-boomers, ce qui est terrible, parce que les baby-boomers, ils avaient déjà pris toutes les places. Donc c'est parce qu'il y avait cette génération pléthorique, c'est parce que je n'étais sans doute pas formaté pour faire une carrière dans les règles que je me suis retrouvé sur des chemins de traverse et que ces chemins de traverse m'ont conduit ailleurs. Donc voilà, c'est juste pour apporter un petit, non pas un correctif, mais c'est pas, je n'ai pas du tout le sentiment, comme on pourrait le croire en entendant effectivement la liste de ces différentes actions, d'avoir volé de succès en succès. Ce sont des tâtonnements, parfois des échecs, et des issues que l'on trouve et qui parfois sont plus fécondes que la voie qu'on aurait pu choisir si tout s'était passé, je dirais, normalement. Voilà. Donc c'est important parce que je pense que vous êtes tous dans des fonctions humaines, enfin de ressources humaines, etc. Et je crois que c'est une chose dont vous êtes familier probablement, mais en tout cas dont moi je suis le témoin, c'est-à-dire que les parcours de grande rectitude, très rectilignes, si vous voulez, qui sont souvent valorisés, peut-être pas dans vos entreprises, mais par exemple dans l'université française, il faut vraiment avoir fait la fameuse voie royale, hein, c'est ça ? La voie royale, voilà. Ces voies royales sont souvent, sont rassurantes évidemment, mais sont peut-être moins riches que les voies plus chaotiques de gens qui ont dû se frayer un chemin à travers aussi des obstacles. Alors, d'un mot, parce que je veux que ce soit un dialogue, mais d'un mot, moi je suis un médecin, c'est ça le cœur de ma formation. Je pense qu'on n'a pas
50 manières de regarder le monde. Celle qu'on acquiert à l'âge de 20 ans, entre 20 et 25 ans, je dirais, vous imprime quelque chose en vous pour la vie. Et il n'y en a pas 36 de ça. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, c'est la médecine, c'est-à-dire c'est à regarder les autres, à les regarder pour les soigner, c'est-à-dire pour essayer de faire en sorte qu'ils aillent mieux. Ça a l'air tout bête, hein, mais ce sont des choses... il y a d'autres métiers où on regarde les autres pour leur mettre une contravention. Ou pour les, moi, non, nous, c'est pas vos papiers, s'il vous plaît, c'est qu'est-ce qui vous arrive et comment je peux vous aider. Bon, ça, c'est une chose... qui est une formation dont on ne peut pas se déprendre tout à fait. C'est un art du regard. J'insiste beaucoup là-dessus parce que finalement, il y a beaucoup de métiers où on ne regarde plus les autres. Les barbus en font l'expérience, ils se rasent et puis les gens s'en aperçoivent 8 jours après parce que personne ne les a regardés. Bon, les médecins regardent et ils sont formés à ça. Ils regardent, ils touchent, etc. Mais enfin, c'est un métier disons, pour lequel... Voilà, l'attention aux autres et l'attention physique à travers le corps. L'esprit aussi, bien entendu, mais le corps joue un rôle très important. Voilà, donc je suis médecin et je le suis resté à travers des formes de pratiques différentes. Moi j'avais sous les yeux, quand j'étais gamin, mon grand-père qui était un médecin du 19e siècle. Il était né toute fin du 19e siècle, fait ses études au début du 20e. Et à l'époque, la médecine, c'était un art. C'était... une branche des humanités. On était médecin, comme l'avait fait Rabelais, par exemple, parce qu'on parlait le grec, le latin, et que, au fond, on pouvait lire les ouvrages classiques. Alors, c'était plus tout à fait ça. Il y avait quelques éléments de traitement, mais enfin, en gros, la médecine n'était pas véritablement efficace à cette époque-là, mais elle était encore plus humaine, parce qu'au fond, le médecin sans thérapeutique, le médecin sans médicaments, avec peu de possibilités d'agir, son rôle, c'était surtout de nommer les maladies. Qu'est-ce que vous avez, voilà, et de donner un pronostic. Et pendant très longtemps, la fonction du médecin, c'était le pronostic. Moi, j'avais un maître en neurologie qui disait la thérapeutique ne fait pas partie de la médecine. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de traitement non plus en neurologie, donc il s'en foutait. Ce qu'il nous apprenait, c'était de dire, voilà, tel patient, il a ça, et voilà ce qui va se passer. Bon, et mon grand-père, c'était ça. Mais malgré ce peu de possibilités d'action, il était profondément inséré dans la vie de la communauté où il vivait, de la petite ville et de la région où il vivait. Et il avait évidemment épousé aussi les tourments du siècle dans lequel il avait vécu. Il avait été mobilisé pendant la guerre de 14 et est allé couper un certain nombre de jambes et de bras sur le front. Et puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme notre ville était sur la ligne de démarcation, un Bourges, c'était la ligne entre zone libre et zone occupée, il cachait des gens dans sa maison et dénoncé par un voisin compatissant, il s'est retrouvé effectivement en camp de concentration pendant 2 ans. Donc tout ça, pour moi, c'était ça la médecine. C'était cette espèce de vie au milieu des autres et d'une certaine façon pour les autres, mais pas Mère Teresa. Je ne suis pas Mère Teresa du tout, Philippe. Ça ne veut pas dire qu'il faut... je me suis toujours méfié des saints, moi. J'ai toujours trouvé ça louche. Et les gens qui nous rejoignent, par exemple, dans les organisations humanitaires et qui se présentent comme pour sauver le monde, etc., j'ai toujours trouvé ça très, 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 très louche. J'aurais dit, vous savez, vous n'allez pas sauver le monde, vous allez faire ce que vous pourrez. Et puis n'oubliez pas d'aller à une boîte de nuit si ça vous amuse. Il ne faut pas non plus... peut-être que Mère Teresa est en boîte de nuit, j'en sais rien, mais enfin en tout cas. Mais moi, c'était pas ça, mais c'était l'idée d'être parmi les autres. Voilà, donc un médecin, voilà, je suis médecin, et du coup, toutes les occasions qui m'ont été données de pratiquer tout ça, de faire ce métier au sens très large, en allant voir ailleurs, en allant... je les ai saisis. Et c'est comme ça que je suis tombé. Alors j'ai fait mon service militaire. Moi, les militaires sont très organisés, mais parfois ils se trompent. Et moi j'avais demandé, je voulais faire de la neurologie, et puis ils m'ont envoyé dans une maternité.
Alors j'ai fait des accouchements, moi, pendant tout mon service militaire, pas banal. C'est là que vous avez retrouvé votre sœur, d'ailleurs, non, par hasard. Enfin, quelques années après. Oui, ça c'est notre. Non, mais c'était en Tunisie. C'est en Tunisie. Je faisais des accouchements. Bon. Bref, mais donc j'ai eu envie de continuer. Je suis rentré en France. Médecins sans frontières commençait, et puis c'était une aventure extraordinaire parce qu'on était. C'était grand comme 2 fois 7 scènes, quoi. C'était tout petit. On avait un tout petit local. Il n'y avait que des médecins là-dedans qui faisaient tout. C'est-à-dire, on répondait au téléphone, on faisait les missions, on nettoyait par terre. Bon, on nettoyait pas beaucoup par terre, d'ailleurs, c'était dégueulasse. Enfin bref, et en fait, on faisait tout. Et puis, c'était une telle aventure, ça a été tellement extraordinaire ce qu'on a vécu. Ça a été tellement vite aussi, parce que ça correspondait à quelque chose, une idée qui était ça dans l'air. Ça répondait aux besoins d'une époque. Voilà. Mais pas tout de suite. Et qui a continué, puisque c'est toujours aujourd'hui une très grande institution à travers le monde. Mais on l'a vu, moi je l'ai vu grandir, si vous voulez. J'ai vu le prix Nobel, j'ai vu tout ça. Bon, c'était tout à fait fascinant. Et pour nous qui étions. Voilà. Donc, médecine, la médecine sous toutes ses formes. Ensuite, quand les leaders de ces organisations sont entrés en politique, que ce soit Malhuret, Kouchner, Emmanueli, etc., moi, je les ai suivis, mais sans vouloir faire de politique. Jamais voulu faire de politique active. Jamais voulu être élu, ni rien. Mais la tentation de Sciences Po était pas loin. Non, mais Sciences Po, c'était pour essayer de comprendre. Imaginez-vous qu'on était des petits internes ou des petits chefs de clinique qui se retrouvaient... C'est un retour à la case départ. Oui, mais enfin, au fin fond de l'Afghanistan ou de la Thaïlande, du Cambodge ou de trucs, et puis dans des conflits auxquels on ne comprenait rien. On ne comprenait rien de ce qui se passait. On arrivait là-dedans et on ne comprenait pas. Et moi, c'est vrai que je me suis spécialisé un peu. J'étais, vous savez, comme dans Blanche-Neige et les 7 Nains, j'étais le prof, moi. J'ai qu'à les petites lunettes. C'est-à-dire celui qui va voir dans les bouquins, puis qui essaie de comprendre, puis qui explique aux autres, qui dit voilà, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe en Érythrée, voilà les sources du conflit et tout. Voilà. Et puis, voilà. Et puis un jour, l'écriture est venue parce que j'avais envie d'écrire là-dessus. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas les essais, les choses très sérieuses, les écrits comme ça, d'un peu techniques, m'ennuyaient. Et que ce que j'avais envie, en fait, de transmettre, c'était les émotions, c'était les paysages, c'était les rencontres, c'était les... Voilà. Et qu'il n'y a qu'une seule chose pour se faire ça, c'est le roman. Voilà. C'est le seul... Alors, mais j'avais pas de temps pour le faire. Et puis, vous savez, médecin, on vous dit, vous êtes un manuel. Hein. Là aussi, c'est pas évident. Un médecin passé au stade aujourd'hui, au stade de la création littéraire, c'est pas évident. Moi, je suis toujours terrorisé quand je me retrouve à côté de quelqu'un. Et je ne parle pas de l'académie, là, hein, mais qui me dit est-ce que vous avez lu tel truc ou tel autre. Je me dis oh là là, mais moi, pendant que vous lisiez tout ça, moi j'apprenais les collatérales de l'artère machin chouette et j'étais pas du tout. Voilà. Donc, Jean-Christophe Rufin, il y a quelque chose que vous nous avez dit qui est marquant quand même. Vous nous avez dit le regard, l'attention à l'autre. Et dans un monde où, comme on dit, on ne s'est jamais autant parlé, jamais aussi peu écouté, et où on ne se regarde plus. Un regard sur un monde en crise. Quel est votre regard? Oh là là, dites à 9h du matin. Mais il faut bosser un peu aussi. Oui. Je ne sais pas si j'ai un regard sur le monde en crise. J'ai un regard à travers, si vous voulez, des expériences très diverses. Parce que ce que j'essaie d'expliquer en 2 mots, d'ailleurs je conclus là-dessus, médecin qui écrit, voilà, c'est comme ça que je me définis, moi. J'ai un regard qui dépend aussi des fonctions qu'on occupe. Par exemple, quand j'ai occupé des fonctions diplomatiques, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, comme attaché culturel et de coopération au Brésil, puis comme ambassadeur de France, c'est vrai qu'on n'a pas la même appréhension des choses. C'est vrai que j'ai été pendant longtemps déformé dans mon regard sur le monde par le fait que, travaillant à partir de l'expérience humanitaire, je voyais surtout des crises et des situations de grande complexité. Grande détresse absolue. Détresse, complexité, conflit et des situations qui sont quand même relativement marginales. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, elles le sont. Mais en travaillant beaucoup en Afrique en particulier, et dans les zones de crise de ce continent,
encore plus marginal. C'est vrai qu'on a une vision des choses qui est évidemment qui n'est pas la même que si vous travaillez uniquement à Singapour ou, voyez, ou dans des zones extrêmement, j'allais dire, en développement, etc. Donc c'est vrai que j'ai dans l'ensemble une vision qui me fait toujours me souvenir de la présence de ces réalités-là, qui sont souvent un peu occultées, y compris dans des pays qui sont censés aller bien. Par exemple, en Chine, moi je suis toujours frappé, je suis allé plusieurs fois en Chine, vous aussi j'imagine. Quand vous vous baladez à Pékin, vous avez les grandes avenues, les grandes tours, etc. Mais quand vous passez dans les petits houtongs, vous retrouvez un tableau de pays en voie de développement, enfin, voire quelque chose qu'on pourrait appeler la misère. Donc c'est vrai que j'ai tendance à aller chercher ça, non pas pour m'y complaire, je ne me complais pas du tout dans la misère, mais simplement parce que d'une façon générale, je trouve toujours suspect les vitrines, si vous voulez, et j'essaie toujours d'aller voir un peu ce qui se passe derrière. Voilà. En revanche, comme romancier, j'écris pas du tout là-dessus. C'est ça qui est curieux d'ailleurs, c'est que quand j'ai commencé à écrire des romans, j'ai choisi au contraire des héros solaires, des héros très très positifs, peut-être parce que j'avais cette expérience de la détresse justement, et peut-être parce que mon métier me donnait accès jusqu'à l'excès aux tragédies et aux souffrances. J'ai choisi des héros qui certes peuvent rencontrer les épreuves, etc., mais les traversent avec une énergie formidable. Moi, j'ai écrit pour mon premier roman, parce que j'ai écrit à la main. Mon premier roman, je l'ai écrit comme ça, une période où ça n'allait pas du tout, puis je l'ai fait taper par une secrétaire qui tapait aussi mes livres d'avant, mes livres techniques sur l'humanitaire. Sur l'humanitaire, sur la politique. Oui. Alors cette pauvre fille, sur les autres livres, si vous voulez, elle se desséchait, là, machin. Et puis là, je lui ai donné ce roman, et moi j'avais eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Je l'avais écrit pour être heureux. Et ben, elle était contente aussi. Et oui, je la voyais pas, mais elle disait c'est formidable, voilà, la suite, je voudrais le chapitre, celui-là il meurt trop tôt, puis elle est machin. Bon, très bien. Vous avez dit là, c'est gagné. Là, ben, je me suis dit, ça passe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est la merveille, parce que ça passe pas à tous les coups, mais ça passe quand la littérature permet justement de transmettre l'émotion, voilà, et si possible l'émotion positive, qui est encore plus difficile, parce que faire pleurer Margot, c'est pas très dur, mais donner du bonheur à quelqu'un qui vous lit, faire en sorte que, même en abordant des sujets difficiles, il y a quelque chose qui rend optimiste, et c'est pas de l'optimisme pour l'optimisme, c'est parce que ça, je pense que ça correspond profondément à quelque chose qui est en moi. Mais moi je sais que je l'ai, mais arriver à le transmettre, ça c'est un bonheur extraordinaire. Et quand j'ai découvert ça, c'est devenu une drogue. Je suis aujourd'hui incapable d'écrire des choses techniques, sérieuses, emmerdantes, etc. Je n'écris plus que des romans parce que c'est un plaisir extraordinaire quand effectivement la mèche s'allume et que des milliers, des centaines de milliers de gens partagent les émotions que vous avez mises dans un livre. Alors Jean-Christophe Ruffin, c'est vrai que vous avez trouvé que le portrait était élogieux, vous avez évoqué un certain nombre de moments difficiles, ils ont compté et comptent dans votre vie pour, au fond, tous ces métiers derrière un seul homme. Mais il faut avouer quand même que le roman qui est là, le tout dernier que je tiens, Le Collier Rouge, qu'on évoquait dans le portrait de vous, ce moment de la guerre 14-18 que vous racontez à travers un personnage, il y a à l'intérieur, au fond de ce livre, des qualités auxquelles vous pensez et au fond que certaines entreprises essaient de retrouver avec cette éthique, cette réflexion sur l'éthique. Ce roman qui est paru récemment est en tête des ventes. Il est aujourd'hui, au moment où nous parlons, le numéro 1. Donc il y a quand même, chez vous, je disais, le côté surdoué, premier de la classe. Il y a au fond une façon de faire simple, modeste, on l'entend, on l'a compris, mais il y a quand même quelque chose. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on disait ensemble tout à l'heure, cette nécessité de dire simplement des choses compliquées, aller chercher profondément ce qui est difficile au fond à traduire, mais trouver les bons mots, ceux qui sont les vôtres et qui vont toucher tout le monde? Ça pourrait aider certains d'ailleurs, je ferme la parenthèse.
Oui, bon, si vous voulez, moi, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de... Il y a une sincérité, je pense d'abord, c'est quelque chose d'important parce que les lecteurs, toute personne d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ressent, la sincérité, on le ressent. Bon, je ne parle pas des politiques. Oui, les lecteurs. Hein. Voilà. Mais bon, on sent la sincérité, et ça se sent quand quelqu'un n'est pas en phase avec ce qu'il écrit ou avec ce qu'il prétend être ou avec ce qu'il prêche. C'est vous que vous donnez en fait quelque part au lecteur. Voilà, alors évidemment ça coûte relativement plus cher dans la mesure où il faut s'exposer, même pas directement, parce que moi j'ai prêté le serment d'Hippocrate, vous savez, et qui nous fait jurer quand on a terminé nos études qu'on ne révélerait pas jamais ce qu'on verrait en entrant dans les maisons. C'est-à-dire que c'est ça le secret professionnel. On nous fait entrer dans les maisons, on nous livre des secrets, mais on nous les livre parce que nous avons juré de ne pas les révéler. Donc je ne peux pas appartenir à cette catégorie d'écrivains qui racontent immédiatement ce qui leur est arrivé la veille. Bon, et Dieu sait qu'en France, on a ce qu'il faut. Donc c'est pas grave, on peut essayer de faire autre chose. Moi, j'ai besoin de faire passer ces expériences, même si elles sont sincères, par le détour de la fiction. Voilà, c'est pour ça que, vous voulez, je place... Bon, par exemple, mon premier roman, qui s'appelait L'Abyssin, ça se passait, c'était l'histoire de la rencontre, au fond, des Jésuites avec l'Éthiopie, au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'était la première mission qui s'est passée là-bas. Et c'était un médecin, apothicaire, botaniste, un peu rebouteux du Caire, qui était parti là-bas, parce que le consul de France au Caire l'avait envoyé. Et ce consul, bon, c'était au fond un diplomate très très classique. Il se trouve que juste avant d'écrire ce livre, j'étais moi-même sous les ordres d'un consul à Recife, puisque je travaillais comme attaché culturel de coopération dans le nord-est du Brésil, et j'étais sous les ordres d'un consul général, avec lequel je m'entendais, pour tout dire, pas très bien. Voilà. Et je n'aurais pas pu écrire des choses méchantes sur ce brave homme, parce que même si je les pensais, je ne souhaitais pas lui faire du mal. Quand je me suis retrouvé avec une histoire qui se passait au XVIIe siècle, où il y avait un consul, je peux vous dire que... Le parallèle a été vite fait. Et donc, là, j'avais mon consul, mais j'avais aussi toute liberté pour dire ce que j'en pensais. Voilà. Et bien, ce transfert, ce petit décalage, petit ou grand d'ailleurs, décalage qui permet, au fond, lorsque vous décrivez un paysage, un portrait ou quelqu'un, de le faire sans qu'il puisse directement être en cause, se reconnaître, etc., mais de puiser quand même dans la vie, c'est quelque chose qui est essentiel parce que ça permet à la fois de conserver cette sincérité du témoignage, de quelque chose qui vient de la vie, et ça j'y tiens beaucoup, il faut que les livres viennent de la vie, et puis en même temps de ne faire de peine à personne. Mais voilà. Alors je pense que ça c'est ce qui se sent, quoi. Voilà. Et puis dans ce petit livre, ce qui me fait le plus plaisir, si vous voulez, c'est qu'effectivement il se vend plus que les blockbusters qui ont été formatés ces jours-ci. On ne citera pas de nom. Non, on ne citera pas de nom. Pancol, par exemple. Catherine, si tu nous entends. Elle n'est pas encore à l'Académie française. Il faut dire que les femmes mais je veux sont dire, pas très nombreuses. j'ai rien contre Catherine Pancol, qui est une femme charmante, mais non, mais je veux dire, vous voyez, c'était très annoncé, très fabriqué, un bon plan marketing, comme on dit. Un plan marketing et tout. Et puis c'est sympa d'arriver en disant, moi j'arrive à ma petite porte et puis je fais mieux. Ça me fait plaisir parce que je me dis, bon, d'abord il y a des vrais lecteurs, il y a des lecteurs voilà, qui ne pardon, je m'enfonce. Catherine. Je m'enfonce. On va l'appeler, elle est dans l'assistance peut-être. Non, mais voilà, on peut très bien lire. À côté, Jean-Christophe. On peut lire les deux. On peut lire les deux. Jean-Christophe Ruffin, vous nous disiez quelque chose qui est marquant aussi par rapport à nos histoires d'hommes et de femmes que nous écrivons au quotidien dans nos métiers, les chemins de traverse. Alors c'est pas du Francis Cabrel, mais c'est trouver quelque chose de non linéaire. De plus en plus, on en parle dans les talents, dans ces périodes de transformation, de métamorphose. Les carrières linéaires, c'est un peu terminé. Donc, votre expérience, ce que vous avez vécu avec des tableaux différents, et c'est de plus en plus ça, la vie, de toute façon. J'espère, parce que, si vous voulez, moi, j'ai vraiment souffert dans toute une partie de ma vie du fait de ne pas être véritablement conforme
Et je n'ai pas eu beaucoup à me soumettre à des procédures de recrutement ou autres, parce que finalement, j'étais dans des secteurs où les choses se passaient plutôt par des concours, etc. Mais enfin, quand même, je le vois en médecine, si vous voulez, tant que c'était des concours anonymes, etc., ça se passait très très bien pour moi. Dès lors que c'était des cooptations, c'était une catastrophe, parce que justement, le zozo qui faisait plein de trucs, etc. Il n'était pas dans la norme. Pas dans la norme. Et j'ai très vite compris que je ne pourrais jamais faire une carrière hospitalière. Donc, voilà. Mais je l'ai mal vécu. Après, quand j'ai fait Sciences Po, c'est pareil, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé ça... Je ne le faisais pas pour obtenir quelque chose, je le faisais, encore une fois, pour comprendre ce qu'on faisait. Mais j'aurais volontiers continué. Et d'ailleurs, au fond, à l'époque, il y avait besoin de quelque chose dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est tout à fait développé, ça, les études sur l'humanitaire dans les facultés, etc., de relations internationales. Bon, nous, on était un certain nombre, Ronnie Broman, moi, etc., à vouloir s'intéresser à ça et faire ça. Mais on n'était pas des universitaires pur jus, si vous voulez. Et donc, je me souviens du patron de thèse que j'avais à Sciences Po, enfin, qui m'a proposé de faire une thèse et qui m'a expliqué, qui m'a dit, vous allez faire une thèse. Moi, j'avais proposé un sujet, action humanitaire et relations internationales, ce qui était un sujet absolument vierge à l'époque. C'est dans les années 80, personne ne s'intéressait à ça. Aujourd'hui, vous avez des départements entiers dans les universités qui s'occupent de ça. Donc, c'était totalement neuf, on avait beaucoup de choses à dire. Et il m'a dit, bon, vous allez faire votre thèse. Il faudrait qu'elle fasse dans les 2000 pages. Bon, 1500 si vous voulez, mais enfin. Et si elle est bien, me dit-il, j'écrirai un article dans Le Monde. Ben, je me suis dit, se fout de moi. Alors, 2500. C'était un détail. 2500. Non, mais vous voyez, alors j'avais fait un petit synopsis pour la thèse. Je l'ai pris, je l'ai remercié et je suis allé porter ça à un éditeur. Et ça a été mon premier livre. J'ai écrit mon premier livre comme ça, en disant... Bon, puisque vous ne voulez pas de moi dans l'institution, eh ben, je vais aller ailleurs. Mais au départ, c'était un échec. Vous voyez, c'est ça. Et puis, finalement, ça s'est bien passé. Bon, ce n'était pas des sujets très grand public à ce moment-là, mais c'était des sujets qui ont été dans le milieu très, très identifiés comme des... Ça a été une étape très importante pour nous dans l'humanitaire français, le moment où on a commencé à raisonner sur notre expérience. C'était plus seulement des trucs de pieds nickelés qu'on faisait comme ça, mais réfléchir à ce qu'on faisait, réfléchir aux limites de ce qu'on faisait, réfléchir aux conditions de ce qu'on faisait. Ça a été vraiment important pour nous. Mais on l'a fait tout seul. Et on a créé nos fondations, Fondation Liberté sans frontières, à Médecins sans frontières, on a créé des fondations de recherche, etc. Bon, ensuite, l'université a rattrapé tout ça. Mais voilà, donc c'était un échec. Et c'est pour ça que toutes ces voies effectivement de traverse, elles sont fécondes. Alors je ne sais pas, c'est très difficile de dire est-ce que quelqu'un qui est en face de vous et qui suit un chemin atypique, etc., est-ce qu'il est porteur de quelque chose? J'en sais rien. Pas toujours, certainement. Mais en tout cas, les voies droites, rectilignes, sont plus pauvres. Ça, il me semble que c'est tout à fait clair. Et aujourd'hui, quand je retrouve, avec le temps qui a passé, quand je retrouve les amis qui sont restés dans des carrières que moi, je n'ai pas pu faire parce que, justement, je n'ai pas eu accès à ces concours, des gens qui sont devenus profs de médecine, etc., j'en retrouve un certain nombre. Eh bien, ils me disent, dis donc, tu dois t'amuser plus que nous. Voilà. Et c'est vrai que non seulement je m'amuse, mais si vous voulez, j'ai l'impression d'avoir une vie plus riche, plus variée. Et aujourd'hui, je ne concevrais pas d'avoir vécu comme ça. Donc finalement, tout va bien, quoi. Vous vous amusez, Jean-Christophe Rufin, et effectivement, vous apprenez encore et toujours avec toutes ces casquettes qui sont les vôtres. Médecin, c'est le mot-clé, au fond, on l'a compris, de votre vie. Médecin de la République, lorsque vous étiez ambassadeur de France. Là aussi, vous avez été confronté, au fond, à des moments qui pourraient être pour nous tous ici des expériences que vous avez vécues. Je pense à cette prise d'otage, cette négociation difficile. 11 otages français en Sibérie vous doivent la vie. Racontez-nous comment, au fond, on peut se maîtriser, on peut négocier, on peut obtenir une issue qui n'est pas la mort. C'est une crise. C'était pas en Sibérie, c'était en Bosnie. En fait, et à l'époque, j'étais pas ambassadeur. Hein, à l'époque, j'étais dans un cabinet ministériel. Je m'occupais des opérations de maintien de la paix à la Défense.
Oui, enfin, la guerre en Bosnie était très, très bizarre parce que c'était une guerre, comme toutes les guerres en Europe, elles sont des guerres dans lesquelles les quidam, les gens qui n'ont pas d'expérience particulière, pensent qu'ils peuvent aller. Alors ils voyaient à la télé les bombardements ou Sarajevo assiégé, etc. Les Français, je veux dire, le boulanger, le charcutier du coin disaient « Ah, ben dis donc, Germaine ou Ginette, on est allé là-bas en vacances il y a 2 ans, on doit avoir une carte, ils montaient au grenier, ressortaient la carte Michelin, mais c'est pas loin, on va prendre la camionnette et on y va. » Donc l'humanitaire dans ces pays, dans ces conflits, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que vous aviez une quantité de gens qui venaient là-dedans sans aucune expérience. Ce qui posait de très gros problèmes parce que, d'abord, souvent, ils n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et en particulier, dans ces cas-là, il est très facile d'aider les bourreaux et non pas les victimes, parce que ce n'est pas forcément facile de faire la distinction. Donc, ils tombaient dans des panneaux incroyables. Et puis, ils se faisaient prendre en otage ou ils se faisaient enfermer. Moi, j'ai le souvenir, on en a un peu parlé à ce moment-là, mais en Haute-Savoie, il y a une communauté un peu genre Emmaüs qui s'appelle les scouts de Cluse, qui ramassent des vieux objets, etc., puis qui font de l'aide internationale. Et les scouts de Cluse avaient envoyé un convoi à Sarajevo. Et un jour, on m'a dit, j'étais au cabinet, on m'a dit, écoute, voilà, il y a encore des otages, enfin pas des otages, mais ils sont entrés à Sarajevo, et puis ils ne peuvent plus ressortir. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans un convoi, il y avait un convoi de l'ONU devant eux, le type a ouvert la barrière, le convoi de l'ONU est passé, eux, ils sont entrés avec. Et puis au moment de ressortir, on leur a dit, est-ce que vous avez des papiers ? Ils ont dit, non, on n'a pas vu de barrière, nous. Bon. Et donc, on m'a demandé d'aller libérer ces scouts de Cluse. Alors moi, j'étais un peu attendri, je me disais, les petits scouts et tout, vous parlez, ils avaient tous 50 balais, du poil aux pattes et tout, mais enfin bon, c'était des chefs de patrouille au moins, mais enfin, ils étaient coincés. Et puis, il y en avait qui se retrouvaient carrément en prison, effectivement. Et à l'époque, il y a eu effectivement une histoire. C'est d'ailleurs drôle à quel point les otages font énormément de bruit quand on les libère. Il y a en général l'assemblée debout, standing ovation et tout ce que vous voudrez. Et puis, quelques années après, tout le monde a oublié. Donc là, vous avez probablement oublié, vous avez bien le droit, c'est 11 otages, mais sur le moment, c'était le problème du moment. Il y avait 11 otages de première urgence. Tout le jeu dans ces histoires d'otages, qui sont toujours très très compliquées, c'est d'avoir contact avec les ravisseurs. En l'occurrence, en Bosnie, c'était assez facile. Ce qu'il était moins, c'était de savoir ce qu'ils voulaient. Et surtout de leur donner ce qu'ils voulaient. Parce que, évidemment, c'est toujours... ils veulent en général des choses qui sont interdites. Ils veulent de l'argent, ou ils veulent des renseignements, ou ils veulent... Des armes. Alors, c'est évidemment compliqué. Et moi, j'avais été un petit peu... j'étais devenu un peu spécialiste de ces trucs-là, parce que j'allais très souvent, je franchissais les lignes des deux côtés, et j'allais voir notamment les Serbes qui encerclaient la ville, là, au péril de mon foie, parce que tous les matins, c'était Laszlo Bovic, cul sec, avec le café. Enfin, il est des nôtres, voilà. Oui, c'est ça. C'était... Pour négocier, il faut connaître la culture et la pratiquer. Oui, puis il faut avoir quelques trucs. Il faut manger du gras en même temps, des trucs comme ça. Parce que si vous ne bouffez pas leur gras double, alors vous imaginez, à 7 h du matin, c'est... Non, j'ai vraiment servi la France. Et du coup, au bout d'un moment, les types nous les ont rendus et on les a rapportés. Après, pour les otages dans le Sahara, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, c'est des groupes beaucoup moins identifiés. Enfin, ils sont identifiés, mais il faut parvenir à les contacter, ce qui n'est pas du tout évident. En plus, ils ont des prétentions très importantes. Et en plus, les otages dans le Sahara ne sont pas gardés parce qu'ils vont s'évader. Il y a un Canadien qui a été libéré comme ça, qui a écrit un livre très intéressant là-dessus, que j'ai rencontré à Paris il y a peu de temps. Là. Il raconte que dans le Sahara, les otages, il y a tout le temps quelqu'un à côté d'eux, mais c'est pas du tout parce qu'ils peuvent s'évader. Ils ne sont pas gardés. S'ils courent devant eux, ils vont mourir de soif, il ne va rien se passer. Ils sont gardés parce que s'il y a la moindre tentative pour les libérer, s'il y a un hélicoptère qui arrive, un avion suspect, etc., le type qui les garde les abat. Et ça prend 15 secondes d'abattre un otage, si vous voulez.
Et c'est ça qui fait toute la difficulté, c'est-à-dire que toutes les opérations de vive force sont évidemment très difficiles parce que la rapidité avec laquelle ils peuvent être abattus fait que ça devient pratiquement impossible de surprendre les ravisseurs. Voilà. Mais enfin bon, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet de notre matinée. On parle quelque part avec vous et Philippe de géopolitique. Au moment où on a des conflits territoriaux en Ukraine, guerre civile en Syrie, des conflits régionaux, avec votre regard, le temps d'avance que vous avez, vous nous le disiez, pour l'humanitaire, comment vous voyez les choses ? Je ne suis pas spécialement intéressé par cette région-là que je connais mal. Je connais beaucoup mieux l'Afrique que la région centre-européenne. Les printemps arabes, oui. Non, je pense que... il me semble qu'on a tort de diaboliser la Russie, qui est un partenaire absolument incontournable aujourd'hui, et que c'est extrêmement irresponsable de vouloir laisser les Américains recréer une guerre froide. Enfin, c'est absurde. Il faut travailler avec la Russie, c'est évident. Ce qui ne veut pas dire la laisser faire n'importe quoi, mais la pousser comme ça dans un rôle de méchant, c'est quelque chose que je trouve vraiment irresponsable. Maintenant, si je peux dire un mot par rapport à toutes ces questions-là, c'est pas tellement sur la géopolitique, je pense vraiment pas que ça soit notre sujet, mais c'est sur l'utilité d'avoir, notamment dans le corps diplomatique, des gens qui viennent d'ailleurs. Moi, je suis frappé par le fait que vous avez des diplomaties, l'américaine en particulier, la diplomatie américaine, les chefs de poste, les ambassadeurs, viennent pour la plupart d'ailleurs. Ce ne sont pas des diplomates de carrière. Alors, vous avez une administration qui est une administration professionnelle et des chefs de poste qui sont nommés pour un tas de raisons. Il y en a certains parce qu'ils ont financé le parti au pouvoir, il y en a d'autres parce qu'ils ont une compétence particulière dans certains domaines, mais en tout cas, ils n'appartiennent pas à... Profil atypique. Des profils atypiques. Et je pense que c'est extrêmement fécond. Et j'ai pu le voir en matière en France. Bon, moi, j'étais malheureusement, pour mon malheur, et en même temps pour mon... C'était passionnant, mais on m'a confié une des plus grandes ambassades dans le monde, celle du Sénégal est la 5e en termes de personnel. Ça peut paraître curieux, mais c'est le poids de l'histoire. C'est notre plus grande ambassade en Afrique, c'est une ambassade régionale. Mais elle est surtout très complexe parce qu'évidemment, elle est au cœur de la France-Afrique, de ces relations compliquées avec ce continent. Mais le fait qu'il y ait un regard extérieur, c'est très très favorable, même pour l'administration avec lesquelles on travaille. Alors évidemment, il faut des gens qui jouent le jeu. Si vous vous dites il y a des cocotiers, j'y vais, je m'achète un transat et je vais écrire mes mémoires, c'est évidemment pas le jeu. Mais si vous jouez le jeu, je pense que c'est très bien. Et alors c'est curieux parce qu'il y a des traditions et des vagues. Le président Mitterrand l'avait fait beaucoup, avec des gens comme François-Régis Bastide qui avait été nommé à plusieurs postes, avec Gilles Martinet, etc. Enfin, c'était la période. Chirac ne le faisait pas du tout. Sarkozy l'a fait de nouveau, puisqu'il n'aimait pas les corps de l'État. Enfin, il était un peu en guerre avec les corps d'État, ça lui coûte cher d'ailleurs. Mais donc, il a essayé de casser un peu cette endogamie des corps de l'État en faisant venir des gens extérieurs. Et y compris d'ailleurs des chefs d'entreprise. Il cherchait des chefs d'entreprise. Mitterrand l'avait fait. Il avait mis Vernier-Paliès, qui avait été le PDG de Renault, comme ambassadeur à Washington, ce qui avait été très très positif. Sarkozy n'a pas trouvé, parce que c'est pas évident le casting. L'intérêt, encore une fois, du contre-emploi. Du contre-emploi et du choc des cultures, parce que si vous voulez, une ambassade, c'est un milieu qui peut très très rapidement se refermer sur lui-même avec des gens dont la principale utilité est finalement de se survivre à eux-mêmes dans un emploi dont on ne voit pas forcément très bien l'utilité. Parce que quel est le cœur de métier d'un diplomate finalement? C'est pas l'information. Les télégrammes qu'on fait pour informer, en réalité, sont à peu près superposables à ce que vous pouvez lire dans la presse. Je veux dire... les secrets des télégrammes, vous savez, il y a quelques périodes très 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 courtes où on peut avoir quelques informations, mais enfin la plupart du temps, je ne parle pas des télégrammes qui sont consacrés à la panne de la photocopieuse, machin, etc., et qui font quand même mais même les télégrammes de fond sont quand même relativement courants.
et n'apporte pas grand-chose par rapport à la presse ou à la lecture de la presse. Tout ce qui est contact politique, de plus en plus, n'est plus du niveau des ambassades, notamment en Europe. En Europe, lorsque vous avez un contact entre la France et l'Allemagne, ça ne passe pas du tout par l'ambassade, ça va passer directement par les cabinets des deux côtés, et ça passe bien au-dessus de l'ambassadeur. La culture, c'est un métier de plus en plus spécifique, et finalement, il y a des pays comme l'Angleterre qui ont fait le British Council, qui ont choisi d'externaliser complètement l'action culturelle extérieure, et à mon avis, c'est une bonne chose. Donc finalement, qu'est-ce qui reste? Le cœur de métier des ambassadeurs, c'est le consulaire. Moi, je leur ai dit ça pour les embêter, parce qu'ils n'aiment pas le consulaire. Ils n'aiment pas ça, je veux dire. Parce que Mme Michu qui a perdu ses papiers et tout, Monsieur Machin qui s'est fait dépouiller dans la rue. C'est moins sexy. Hein. C'est moins sexy que les grands trucs géopolitiques. Mais pourtant, c'est ça. Et quand vous êtes en poste quelque part, si vous voulez être utile, alors c'est peut-être mon côté humanitaire encore, j'en sais rien, mais enfin, moi j'ai toujours considéré que le consulaire était le cœur. Les visas, l'état civil, etc. C'est vraiment le cœur de ce qu'on a à faire dans un pays. Hein. C'est vraiment là, on représente une communauté. Bon. Et voilà. Et pour faire ça, eh ben, ce regard extérieur est tout à fait utile parce que sinon, les diplomates ont tendance à aller dans une autre direction. C'est pour ça que moi, ce mariage des métiers, si je puis dire, je le trouve très fécond. Et je regrette beaucoup que de nouveau, depuis 2 ans, là, c'est totalement disparu. C'est-à-dire qu'on est revenu au règne là, des énarques. Alors, c'est total. Il n'y a pas un préfet, il n'y a pas un ambassadeur aujourd'hui qui soit nommé hors d'une ligne tout à fait... L'administration, la fonction publique. Administrative. Je trouve ça très dommage parce que... Alors, évidemment, c'est plus rock'n'roll parce que, bien sûr, moi, ça a bougé quand j'étais au Sénégal. Pourquoi? Parce que j'étais dans une période très, très difficile qui était celle d'une fin de règne locale. Hein. Il y avait un président qui était en fin de règne avec une corruption qui se développait de façon très importante, qui n'était pas totalement étrangère à la personnalité du fils du président, qui était en piste pour succéder à son père. Tout ça avec des réseaux de toutes sortes, évidemment, branchés là-dessus. C'était très dangereux et très compliqué. Et c'est vrai que quand vous prenez quelqu'un d'extérieur, il y a un danger qu'il faut assumer, c'est que c'est quelqu'un qui est libre et qui, à un moment donné, si vraiment les choses dépassent ce qu'il peut accepter, peut le dire. Tandis qu'un diplomate, il ne peut pas le dire. Parce que sinon, il se fait immédiatement éjecter. Moi, j'ai gardé ma liberté. Mais j'ai surtout gardé ma liberté d'écrivain, c'est-à-dire que je voulais absolument, au terme de ces 3 années, publier un livre pour montrer aux autres, mais surtout à moi-même, que je n'étais pas dépendant de cette drogue de la fonction publique, qui est quand même une drogue, parce que quand on vous met les voitures de fonction, des résidences qui sont quand même très agréables, les cuisiniers, les machins, les trucs... Bon, au bout d'un moment... On s'installe dans une sorte de... le sevrage est difficile. Bah oui. Et moi, je voulais absolument continuer d'écrire. Mais continuer d'écrire quand vous êtes pris du matin au soir par une fonction comme ça, c'est compliqué. Bon, heureusement, il y a des réunions, vous voyez. On peut quand même s'évader un petit peu, vous voyez. Et puis moi, j'ai eu de la chance parce qu'au moment où je voulais... Bon, évidemment, je ne pouvais pas faire un livre sur des choses très, très extérieures à mon activité, mais avec tout ce qui se passait dans le Sahara, j'avais l'idée d'écrire quelque chose sur les AQMI, etc., sur les mouvements armés sahéliens. Et donc, bon, la documentation, je l'avais vraiment sous les yeux. Et puis j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu un coup d'État à ce moment-là en Mauritanie et il a fallu négocier un retour à la démocratie relative dans ce pays. Et alors, moi, j'avais situé, dans ma tête, ce roman qui n'existait pas encore, je l'avais situé en Mauritanie. Et les Mauritaniens sont descendus à ce moment-là à Dakar. Et on a fait ce qu'on appelait un groupe de contact dans une salle un peu comme ça. Il y avait les représentants des différentes factions mauritaniennes, donc avec leurs grandes robes bleues, etc., les hommes du désert, type, ils ont l'éternité devant eux, ils s'en foutent absolument de savoir s'ils vont discuter pendant 3 mois, ils s'en fichent complètement. Et puis il y avait les Sénégalais qui arbitraient l'affaire et des représentants des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc moi j'étais le représentant de la France. Et alors les négociations duraient toute la nuit, toute la journée aussi, bien entendu, mais toute la nuit. Et les Mauritaniens avaient fait descendre 2 filles qui s'étaient mises devant la porte sur des coussins et qui faisaient du thé. Vous voyez, du petit thé vert mauritanien. C'est sympa, des petits... Alors, toutes les 10 minutes... thé du désert.
Le thé du désert. Alors, toutes les 10 minutes, il y avait la fille passée avec un plateau. Alors, vous Pour preniez tenir, le thé, hein. etc. Voilà. Alors, un verre, c'est sympa. 2 verres, ça va. Au bout de 40 verres, vous voyez, vous avez les yeux comme ça. Et il est 5 heures du matin. Et voilà. Et moi, j'ai fait le plan de mon roman. Mais alors, j'avais les types sous les yeux, le verre de tête, etc. Et j'ai écrit pratiquement le roman comme ça. Jean-Christophe, on n'a pas encore évoqué, au fond, l'académicien, médecin, libre, engagé, attaché à un certain nombre d'expériences humaines et humanitaires. Comment est-ce que l'académicien, le plus jeune encore aujourd'hui élu, comment, au fond, regarde-t-il ce monde des entreprises dans lesquelles l'anglais, les anglicismes, le marketing et son vocabulaire sont, au fond, assez présents? Vous êtes à quelle lettre et à quel mot en ce moment? On est presque à la fin, on est presque à la fin, puisque ça fait quand même 35 ans. Je me suis beaucoup mobilisé pour que cette compagnie reflète justement la culture française et francophone. Donc j'étais très heureux qu'on élise par exemple Amin Malouf. C'est moi qui fais son discours de réception. C'était un très très grand moment avec toute la communauté libanaise qui était là et qui nous a apporté ce rayonnement. C'est très important. Dany Laferrière là, pour Haïti, qui vient d'être élu, etc. Ce sont des chants de culture française qui sont très importants pour nous et qu'il faut nous rattacher à travers cette institution qui est quand même la plus ancienne institution, non pas de la République, mais de la nation, puisqu'elle a été créée en 1634. D'autant que 8 francophones sur 10 en 2050 seront africains. Hein. Voilà. Alors, on a eu, bien sûr, Senghor, Léopold Sédar Senghor, dont on se souvient tous. On n'avait plus d'Africains. Je pense que voilà, il faut faire en sorte faire évoluer cette compagnie. Bon, la première ouverture, et Dieu sait qu'elle a été tardive, c'est celle qui s'est faite en direction des femmes, parce que nous n'en avons encore que 6 sur 40, ce qui est quand même loin d'être suffisant. Donc là, il y a évidemment un gros travail, une nécessité vraiment d'adapter la composition de cette compagnie. Mais ce n'était pas le sujet. Moi, je parlais plutôt de la francophonie. Donc, effectivement, francophonie, oui, et avec beaucoup de passion. Sur la langue, je suis moins à cheval peut-être que certains de mes collègues, parce que moi, je pense que l'essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que la culture française, la production française en matière culturelle, continue de rayonner. Et ça passe pas uniquement par la langue. Ça passe peut-être même pas toujours par la langue. Je prends un exemple. Quand vous présentez un livre en français à l'étranger, vous avez 3 personnes dans la salle. Si vous avez une traduction de ce livre, si vous présentez une traduction de ce livre, vous avez 200 personnes dans la salle. Parce que, et tout est comme ça. Les films américains se sont développés, se sont diffusés sur le continent européen après la guerre à cause du doublage. Parce que les Américains ont eu l'intelligence de faire doubler leurs films. Et leurs films doublés ont attiré un immense public qui, à ce moment-là, s'est intéressé à la culture américaine et donc à la langue anglaise. Et aujourd'hui, on a ce paradoxe que dans beaucoup de pays, les gens paient pour apprendre l'anglais et pratiquement on les paie pour qu'ils apprennent le français. Et donc, la langue n'est pas tout. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il faut lâcher la bride aux anglicismes, parce que les anglicismes, c'est encore autre chose. Bon, l'anglicisme, d'abord, c'est pas uniquement les entreprises, c'est surtout le monde scientifique. Hein. Dans le domaine scientifique, il y a un effort... Les médias aussi. Hein. Oui, médias, mais partout. Mais alors, il y a un effort qui est fait au niveau national. Comme vous savez, il y a ce qu'on appelle les commissions de terminologie dans chaque ministère, avec une commission auprès du Premier ministre, à laquelle nous appartenons. Nous n'avons, nous, aucun rôle d'autorité, aucun rôle coercitif sur la langue. Nous avons juste un rôle d'exemple. Nous avons créé récemment un site internet qui s'appelle Dire ne pas dire, qui est assez consulté d'ailleurs, dans lequel on essaie de mettre en garde contre certaines tournures. Et les commissions de terminologie, nous y participons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement, tous les mots, ça va pourtant très vite, mais dans les différents secteurs, on dispose d'équivalents français dans tous les mots. Le problème n'est pas tellement leur existence, c'est leur usage. C'est-à-dire que s'ils existent et que personne ne s'en serve, évidemment, ça leur ôte toute valeur. Alors, bon, je pense qu'il y a un compromis et que
c'est un peu comme pour acheter français, ça, si vous voulez. Il faut que les gens aient envie. Il faut que les gens aient envie d'utiliser ces mots français. Moi, je trouve que le mieux qu'on puisse faire, c'est de ringardiser un petit peu l'usage de l'anglais à tout bout de champ. Moi, vous voyez, je trouve que c'est la meilleure manière de combattre ça, c'est de dire c'est ringard. C'est ringard de dire mais enfin, je le fais aussi, mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir utiliser un langage branché comme ça. Ça n'est pas du tout une question ni de coercition, on ne peut pas l'interdire. Alors il y a la loi Toubon, bien sûr, mais elle est très menacée. Moi, je suis plus préoccupé, par exemple, aujourd'hui, par quelque chose dont on parle très peu, qui est la Convention européenne des langues régionales, vous savez, et qui va peut-être être ratifiée par la France. Et si c'était le cas, on subirait une évolution qui serait parallèle à celle de l'Espagne, par exemple, c'est-à-dire que tout acte de procédure, par exemple, en Pays Basque ou en Bretagne, pourrait être demandé dans la langue régionale. C'est-à-dire qu'un Breton ou un Basque, et j'ai le plus grand respect pour ces régions, mais vous imaginez ce que ça représente. Vous avez en ce moment en Espagne, et je pense que ceux d'entre vous qui travaillent en Espagne l'ont déjà vu, des réunions dans lesquelles vous avez des Catalans, des Castillans, etc., avec des traducteurs, qui sont obligés de venir avec des traducteurs, alors qu'ils parlent tous évidemment l'espagnol, et tout ceci parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la spécialité. Il y a quelqu'un, il y a un intrus qui arrive. Alors la langue, sans langue de bois évidemment, c'est ce que vous avez fait depuis le début, Jean-Christophe Rufin. C'est à vous de vous exprimer, effectivement. On va se déplacer avec le micro. Et qui commence voilà. Qui a envie de poser une question à Jean-Christophe Rufin, de réagir à ce qu'il ou elle a lu de ses ouvrages? Il y a toujours la première question qui tarde un peu à venir. Et qui a envie de parler? En attendant... monsieur, on vous écoute. D'abord, on vous laisse vous présenter, on écoute votre question. Bonjour, monsieur. Alors, Bruno Lenormand, DRH, CCA International. J'ai beaucoup apprécié Immortelle Randonnée. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est un rêve, parce que j'ai beaucoup de familles qui ont fait cette randonnée, qui est devenue d'ailleurs presque une autoroute. Non. Et le fait que vous l'ayez fait, et quand je lis ce livre, c'était vraiment loin de tous les clichés, c'est de traverser des villes ou des choses un peu crues. Hein. Bon. Moi, je vous repose cette question que beaucoup de journalistes vous ont posée, à savoir pourquoi vous avez fait ça. Voilà. Donc ce chemin de Compostelle, puisque c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, c'est ça. Ce chemin de Compostelle, je l'ai fait un peu par hasard, à vrai dire, parce que je voulais faire une grande marche, parce que il y avait deux raisons, en fait. Je préparais un autre livre qui s'appelle Le Grand Cœur, que je préparais à ce moment-là, et puis j'avais fait beaucoup de lectures, etc. Et j'aime bien faire une coupure. Et donc je préparais une grande marche, puis j'avais eu l'idée de la faire dans les Pyrénées. Finalement, je ne pouvais pas. Bref, à cause de la météo, finalement, je me suis retrouvé sur ce chemin. La deuxième raison, c'est que en rentrant de 3 années de fonction diplomatique, j'avais besoin d'une cure de désintoxication par rapport aux honneurs. Et la même chose avec l'Académie, d'ailleurs. J'ai été élu à l'Académie pendant que j'étais là-bas. Et il y a un danger très très grand, surtout quand on est élu relativement jeune, c'est de se trouver enfermé dans une camisole verte et de... Vous voyez, voilà. Bon. Donc, je me suis dit, c'est un dépouillement que je subis parce que quittant ces fonctions, je perdais quelque chose d'une certaine façon. Et en même temps, je voudrais transformer ce dépouillement subi en un dépouillement voulu. C'est-à-dire que... et le chemin, c'est ça. Le chemin, c'est vraiment quelque chose qui vous oblige à porter tout ce que vous avez sur le dos, donc pas grand-chose, parce que vous êtes immédiatement payé en retour. Si vous mettez trop de choses sur votre dos, c'est lourd et vous êtes plus fatigué. Donc il y a un choix à faire, évidemment, qu'on fait très vite en enlevant beaucoup de choses et en
en devenant... Enfin, moi, je me suis clochardisé tout de suite, pratiquement. Hein. Mais il y en a d'autres, c'est plus long, et il y en a d'autres qui n'arrivent à ne jamais le faire. J'ai vu des gens absolument nickel qui allaient... J'en ai même vu un qui allait pratiquement d'un programme coton 40 degrés à un programme synthétique 60. Enfin, il ne choisissait toutes ces étapes qu'en fonction des machines à laver qu'il trouvait. Bref. Mais moi, j'étais très loin de ça et j'ai acquis rapidement l'aspect, et probablement l'odeur aussi d'ailleurs, d'un cheminot. Mais c'était avec un grand bonheur. Et quand j'ai écrit après l'histoire de Jacques Coeur, en rentrant, Jacques Coeur, c'est quelqu'un qui a été très proche des pouvoirs, qui a été l'homme le plus riche de son pays à son époque. Qui a côtoyé le roi de France, à Bourges, qui a côtoyé le roi de France, dont il a été l'homme de confiance, qui a eu cette carrière, et puis qui, à un moment, par une après-midi de soleil, comme ça, a tout perdu. Et s'est retrouvé en prison, s'est retrouvé vraiment dans le dénuement le plus total, il a même été torturé, etc. Mais enfin, il a tout perdu dans un instant. Et quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, mais au fond, je comprenais son expérience. Et je me disais, il a dû souffrir sans doute de cette perte, mais peut-être aussi qu'il y a trouvé une liberté plus grande encore. C'est-à-dire que peut-être aussi que ça a été sa chance. Et il y a des écrivains, je pense à quelqu'un qui a eu un rôle assez ambigu pendant la guerre, qui a été emprisonné après, qui était Benoît Méchain, mais qui a écrit ces grands livres sur le monde arabe, qui les a écrits en prison, et qui racontait qu'il n'avait jamais été aussi libre que quand il était dans sa prison et qu'il n'avait rien d'autre à faire que d'écrire et de se consacrer entièrement à son œuvre imaginaire. Ben moi, j'ai vécu un peu ça à travers le chemin, et je l'ai vécu non pas pour l'écrire. Je ne voulais pas écrire de livres. Je n'ai pas fait pour ça. Je trouvais ça ridicule, même aux étapes, tous les gens qui grattaient, etc. Parce qu'aux étapes, tout le monde écrit ces trucs et tout ça. Donc pas de notes, mais des impressions. Pas de notes. Non, ben oui, parce que c'était pas mon but. Et les choses, vous savez, je crois beaucoup à l'oubli, moi. Je pense que la mémoire est un outil positif. Et que si vous prenez des notes, si elles ne correspondent pas à des affects, elles sont mortes. C'est-à-dire que vous les retrouvez 2 ans, 3 ans après. Bon, bah, vous savez qu'il faisait beau, mais ça ne vous dit rien. En revanche, s'il y a un affect, vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Les choses vont revenir. Avec un mot, avec une odeur, avec une couleur, les choses vont revenir. S'il y a un affect. La mémoire humaine est une mémoire qui est fortement connotée d'affect. Ce n'est pas une mémoire d'ordinateur, c'est une mémoire de sentiment. Et ce lien entre le sentiment et l'événement, si vous voulez, il est fondamental. Et c'est pour ça que moi, j'y crois beaucoup plus qu'à des notes prises de façon disséminée. Et effectivement, c'est ce qui est passé. Quand j'ai vu ce petit éditeur à Chamonix, là, parce que ils m'ont dit, on voudrait que tu écrives sur la montagne. Je lui ai dit, écoutez, la montagne, voilà, je ne suis pas Lionel Terray non plus, je ne peux pas faire des choses extraordinaires. Et ils m'ont dit, tu devrais écrire sur Compostelle. Et j'ai d'abord dit non, puis je suis rentré chez moi, j'ai tiré le fil, et voilà, tout est venu spontanément. Et avec... alors là, un bonheur que j'ai été très heureux de partager avec les pèlerins, parce que j'en ai rencontré beaucoup. J'ai reçu un immense courrier de pèlerins, auquel je ne peux pas d'ailleurs répondre à tous. Et alors les chances changent un peu, parce que maintenant je reçois beaucoup de courriers sur les chiens. Vous voyez ? Avec le collier rouge, justement, peut-être une ou deux questions encore. Je sais que quelques-uns d'entre vous souhaiteraient que Jean-Christophe Rufin vous signe un de ces 2 livres, peut-être les 2. Une ou 2 autres questions encore. Monsieur ? Non ? Jean-Christophe, comment fait-on pour organiser sa vie avec autant de casquettes dans cette magnifique diversité de tous les métiers? Je sais que vous allez faire une petite parenthèse, c'est peut-être ça le secret, puisque vous allez redevenir médecin, partir dans un hôpital de brousse, au fond oublier une partie de ces multiples vies. Vous partez là très bientôt, au Burundi, dans la brousse. C'est ça le secret? C'est organiser des séquences de respiration? Non, mais c'est pas un secret. C'est parce que moi, j'ai besoin de la vie pour écrire mes livres. Si vous voulez, aujourd'hui, je pourrais très bien, compte tenu que voilà, j'ai des lecteurs, Dieu merci, j'en suis très reconnaissant, je pourrais très bien me lever le matin, écrire des livres, et puis c'est tout.
Mais je ne peux pas, parce que j'ai besoin de la vie, j'ai besoin de nourrir les choses avec la vie. Oui, ça. Et donc voilà, alors j'ai plus envie d'avoir des expériences d'ordre public ou politique ou autre. Et en y réfléchissant ces temps-ci, je me suis dit, au fond, voilà, ce à quoi je tiens le plus, c'est vraiment la médecine, ça je l'ai toujours su. Et au fond, je suis un petit peu un carrefour, parce que soit je l'arrête complètement maintenant, soit je continue, mais c'est un peu maintenant que ça se décide. Et donc j'ai pris la décision de partir quelques mois là, pour, voilà, non pas pour faire, pour me diriger une ONG ou tous ces trucs-là, mais vraiment pour refaire mon métier à la base. Et je ne sais pas du tout ce que ça m'apportera, j'en sais rien, mais j'ai envie de le faire. Voilà. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas des choses extraordinaires. Il faut faire. Moi, j'ai fait les choses par séquence. Si vous voulez. Il y a eu des périodes de ma vie où j'ai fait. Mais si vous voulez, si vous aviez un regard de DRH sur ce que j'ai fait, vous seriez, et si vous étiez objectif et moins amical, vous diriez c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Ce type n'est pas fiable et il part dans tous les sens. Pas gérable. Hein. C'est pour ça que je posais la question de l'organisation. Donc voilà, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai une constante de temps dans la vie, effectivement, autour de 3 ans à peu près, je fais des choses comme ça. Et puis très rapidement, je suis ramené à cette nécessité de m'enfermer pour digérer tout ça, pour le partager, pour l'écrire et tout ça. Bon. Ça aurait pu se passer beaucoup plus mal, mais finalement, je bricole avec ça. Et j'ai la chance, encore une fois, que l'écriture soit pour moi un domaine de souveraineté, c'est-à-dire que l'écriture de romans en particulier. Parce que, par exemple, j'ai des amis qui écrivent, qui sont des écrivains, mais qui sont passés à l'écriture de scénarios. Moi, on me l'a proposé. Mais le scénario, ce qui m'embête, si vous voulez, c'est qu'on est plein. Il y a plein de monde qui s'occupe des scénarios. Il y a toujours un producteur sur le dos. Puis je voyais l'autre jour avec mes petits-enfants, là, Bambi, 6 scénaristes pour Bambi. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous faites 1/6 de Bambi. Donc, je ne me voyais pas... Moins excitant. Oui, puis des gens sur le dos. Ah ben lui, il ne devrait pas faire ça. Il devrait... bon, moi, dans le domaine romanesque, vous êtes absolument tranquille. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez. Alors, bien sûr, après, il y a les lecteurs qui peuvent trouver que c'est bien, que c'est pas bien, etc. Il faut accepter les critiques. C'est jamais facile. Il faut accepter les lecteurs et leurs remarques, ou leur désamour, ou leur enthousiasme. Bon, voilà, tout ça, mais c'est la seule contrainte. Le reste, c'est un domaine de souveraineté. Vous n'avez pas de patron, vous n'avez pas de personne qui vous dise ce qu'il faut que vous fassiez. Il n'y a pas de consul, là, au-dessus. Pas de consul. Moi, je ne dis même pas à mon éditeur sur quoi je travaille. J'apporte le manuscrit, il est terminé. Bon, donc c'est un domaine de liberté totale. Et je crois que c'est le seul qui me convienne. Et pour le reste, je me débrouille, qu'est-ce que vous voulez. Et je fais beaucoup de sport, je vis à la montagne. Et finalement, je suis assez... Vous voyez, les écrivains que j'aime bien, avec qui je suis... c'est ceux qui... c'est Eric Orsena, c'est Sylvain Tesson, c'est des gens qui partagent la même passion, oui, et qui ont... Voilà. Et lui, le Mali, vous, le Burundi. Hein, oui, voilà. Mais c'est... Quant à l'autre, c'est la Sibérie, pour Sylvain. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe, vous parlez des lecteurs. Nous sommes là, ils sont là, et le libraire du Congrès est pas loin. Donc on vous retrouve ici pour ceux qui veulent continuer à échanger quelques minutes encore avec Jean-Christophe Ruffin, qui était notre invité. Je demande de l'applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. Merci infiniment.